Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo et un nouveau concept aussi sur la chaîne puisqu'il s'agit ici de quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois ailleurs, c'est le top des jeux et je vais faire des tops en fonction des maisons d'édition, bien sûr des jeux actuels au moment où je tourne la vidéo et surtout en fonction de ce que j'ai joué ou pas. C'est parti, aujourd'hui on commence par la maison d'édition Lucky Duck Games. Et chez Lucky Duck Games, j'ai un top 3 de jeux que j'ai bien aimé, que j'adore, un top 2 des jeux que je n'aime pas, et un top 1 de jeux que j'aimerais tellement avoir et auquel j'aimerais tellement jouer. Bon, en réalité, pour le top 3, il n'y a pas de podium, il n'y en a pas un avant l'autre, etc. Ça, je serais incapable de le faire, quelle que soit la maison d'édition, même s'il y a des jeux franchement que je porte dans mon cœur, mais vous allez voir, on en parlera au fur et à mesure des vidéos. Bon, pour commencer, chez Lucky Duck Games, je voulais parler des Dice Throne. Voilà, Dice Throne, comment dire, c'est formidable. Que dire de plus? Alors si vous connaissez pas, c'est signé Nate Chatelier et Manny Tremblay, je sais pas trop comment ça se prononce et je suis désolée si j'écorche des prénoms ou des noms. Et c'est un jeu de baston à base de lancer de dés, c'est juste formidable. En gros, dans chaque boîte de Dice Throne, puisqu'il y en a plusieurs, on retrouve deux personnages avec une façon de jouer différente puisque on va avoir des spécificités différentes par personnage. Et de là, on va donc avoir des capacités, des pouvoirs ou même des actions différentes qui vont être déterminées par notre lancer de dés. Est-ce qu'on va pouvoir les faire ou pas? Bien sûr, c'est pas juste un truc de baston comme ça, il y a un petit contexte quand même qu'on peut lire dans le petit livret de jeu qui est qu'il y a le roi fou qui tous les ans organise une sorte de championade, je sais pas trop comment dire ça, un tournoi en gros pour élire le champion et du coup le but c'est de se bastonner avec tout le monde pour arriver sur le trône des champions. Alors personnellement, moi j'ai joué qu'avec deux boîtes de jeu, il en existe bien plus. J'ai joué avec je crois que c'est la première, barbare versus elfe lunaire, et j'ai joué paladin et moine. Alors vous voyez, dans ces boîtes-là, il y a plutôt un personnage tank, un bien fort, un bien badass comme le barbare, hein, il porte bien son nom, il va taper très fort, il va avoir vraiment beaucoup d'attaques, et on va avoir un personnage plus défensif, donc barbare versus elfe lunaire, du coup beaucoup plus dans vas-y je sais me défendre, j'ai vraiment des grosses barrières devant moi, vraiment tu n'arriveras pas à m'atteindre. Donc on est sur des boîtes très équilibrées. Néanmoins, si tu veux jouer le barbare contre, par exemple, le paladin, ça marche. C'est fou à quel point ils ont réussi à équilibrer tous les personnages. Ils sont tous extrêmement forts. Par contre, il va avoir des jouabilités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnages plus faciles à jouer que d'autres. Donc il faut vraiment prendre les mécaniques en main et savoir avec qui on a le plus d'affinité. Comme ça, on s'attribue vraiment le personnage. Et c'est un peu comme si c'est nous qui jouions, du coup, dans l'arène. Du coup, ça se joue 1 versus 1, ou 2 versus 2, ou 3 versus 2. Donc on peut jouer en solo comme en équipe. Et je trouve que ça marche super bien. Tu peux faire des tournois, tu peux juste faire une baston comme ça, vite fait, à la pause déj. Ça coche tellement de cases, c'est trop bien. En second jeu, je voulais forcément évoquer Hearth, signé Maxime Tardif. Hearth, qui est un jeu que j'ai fait acheter à un pote d'ailleurs. Quand t'as pas trop de thunes et qu'il y a des jeux qui te plaisent, c'est ma technique personnellement. Genre, ah, tu cherches un jeu, tu veux acheter un jeu, bah tiens, prends ça, je viendrai jouer avec toi, t'inquiète. Donc voilà, moi ça s'est passé comme ça. L'année dernière, lors d'un festival de jeux, j'ai fait venir un pote avec moi. Il a joué à ce jeu au festival, il l'a acheté. Ça m'a ravi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc Hearth, ça porte bien son nom, hein. Le but ça va être de créer un petit peu sa terre, je m'explique. On va du coup devoir gérer notre climat, nos plantes, donc en gros la faune et la flore, et du coup réussir à créer de la vie au fur et à mesure. Ça va se jouer avec des cartes, on va pouvoir en jouer 16 maximum si je dis pas de bêtises, et chaque carte va du coup interagir plus ou moins avec les autres. Si vous connaissez déjà un petit peu Wingspan qui est sorti chez Matago, je trouve qu'on retrouve un petit peu ce truc là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des oiseaux qui vont pondre des œufs, etc. On va avoir des cartes faune, flore, climat, etc. sur lesquelles on va pouvoir faire pousser des arbres. Et je vous parle littéralement, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits tokens comme ça, troncs d'arbres. Après, on va avoir même les feuilles à poser une fois qu'on aura fini notre arbre et tout ça. C'est super chouette. Ça va se jouer aussi avec des actions majeures et mineures, c'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, je vais choisir l'action principale et il y aura une répercussion sur mes adversaires. Ça va leur laisser la possibilité de faire aussi quelque chose de leur côté. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse sur
Qu'est-ce que je fais? Attention, est-ce que c'est pas trop avantageux aussi pour mes collègues? Est-ce qu'il faut que je fasse plutôt ça avant? Voilà, et là c'est la personne qui a le plus de points à la fin qui remporte la partie. Donc voilà, un jeu quand même de stratégie, de cartes, etc. C'est très intéressant. Il va falloir réussir à faire comboter nos cartes ensemble aussi. Il faut qu'elles soient intéressantes ensemble, puisque individuellement elles peuvent être très fortes. Mais si on arrive à faire fonctionner une carte et pas l'autre, ça sert à rien. On a du coup utilisé un emplacement pour rien, quoi. Donc voilà, il va vraiment falloir réfléchir et tout ça. Il y a une bonne stratégie à mettre en place et c'est toujours très très sympa comme jeu. En plus de ça, je rajouterais que je trouve que Earth, ça a réussi à tirer son épingle du jeu dans un moment où il y a eu pas mal de jeux type nature, etc. Donc je trouve que c'est celui qui a été le plus intéressant et qui a réussi vraiment à happer mon attention à ce moment-là. Et enfin, pour terminer ce top, je suis obligée de vous parler de ce jeu qui à un moment donné, franchement, j'étais vraiment à ça de me dire, vas-y, je claque mes économies pour aller acheter la version de luxe. Il s'agit de Radlands. Radlands, c'est signé Daniel Pichnik. Je suis obligée de citer les personnes qui se cachent derrière les illus. Elles sont plusieurs. C'est Lina Cossette, Damien Mamoliti et Mani Trembly, qu'on avait déjà retrouvé en tant que co-auteur et du coup illu aussi sur Dice Throne. Je suis obligée de parler des illustrations parce que je suis extrêmement fan, moi, des ambiances cyberpunk. Le jeu, par exemple, le vidéo cyberpunk, j'adore. L'animé cyberpunk, j'adore. Récemment, j'ai découvert qu'il y avait des comics, j'adore. Et Radlands, c'est ça, on est vraiment dans un univers post-apo, steampunk, cyberpunk, c'est flashy, c'est incroyable. Pour la mécanique de jeu, puisque je pense que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, sachez que ça se joue à 2 uniquement, c'est vraiment un duel, tu vois. Si je dois comparer à un jeu récent, je pourrais le comparer à Golden Crash, qui est sorti il y a pas très longtemps au moment où je sors cette vidéo, mais un petit moment quand même, hein. En gros, là où dans Golden Crash, on a 3 montgolfières, enfin 3 zeppelins à protéger, dans Radlands, on va avoir 3 camps à protéger et on va devoir les protéger grâce à nos cartes. Sauf que pour pouvoir jouer nos cartes, il va falloir qu'on joue de l'eau. Et donc du coup, il va falloir gérer nos ressources d'eau pour savoir quelle carte je vais jouer. Il y en a qui vont nous demander plus d'eau, d'autres moins. Sauf que tout va être une question de stratégie. Est-ce que j'attends, je cumule mon eau pour pouvoir jouer mes grosses cartes, mais sauf que si mon adversaire joue hyper agressif et commence à bien attaquer mes camps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépense quand même de l'eau pour venir les défendre, etc. C'est incroyablement pensé. Et je trouve ça, je le répète, hein, tellement beau que pour vous dire, ça fait du coup maintenant 2 ans qu'on organise un festival de jeux de société avec des copains avec qui on a fait une association, que quand on a lancé la première édition, on s'est dit il va falloir faire un visuel pour ce festival. Sauf que on n'a pas non plus des 1000 et des cents pour faire un truc hyper travaillé, hyper chiadé avec plein de détails comme on peut voir pour tous les festivals, tu vois, qui créent vraiment un univers entier sur une affiche. Donc on s'est dit, on va créer un personnage. J'ai un ami qui, du coup, travaille dans le dessin. Alors, voilà, il travaille dans l'animation de façon générale. Et je fais appel à lui pour pouvoir nous faire ce personnage qui nous représente. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai envoyé des visuels de Radlands. Et on a créé un personnage qui représente maintenant la Dice Corp, voilà, qui est totalement inspiré de... Voilà. Je suis partie d'ailleurs sur les couleurs violettes à la base, parce que Radlands m'a inspiré à ce moment-là. Je l'ai trouvé tellement beau. Et je vous parle pas de la version de luxe. Hein. Parce que la version de luxe, ah là là, on a déjà des playmates incroyables. On a des cartes en plastique là. Oh là là, c'est quali. Oh, c'est quali de fou. J'adore. Et j'ai joué du coup à la version classique de cartes, qui est très bien en plus hein, pour partir en voyage, etc. avec des potes. Et j'ai un copain qui s'était acheté la version de luxe, mais quel plaisir. Et pourtant, je perds à ce jeu. Hein. Je suis pas forte, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors là, je pense que si je devais vraiment faire un top sur ces 3-là, je pense que vous le comprenez, je le mets en top 1. Radlands. Ah oui! Et avant de passer sur les jeux... c'est pas que j'aime pas, mais que je ne peux pas. Je vais plutôt appeler ça le top de je ne peux pas. J'ai envie de vous parler de celui qui me fait grave envie, mais que je n'ai jamais pu tester. C'est Wonderlands War. Je pense que chez Lucky Duck Games, en niveau édition, ils sont forts. Je trouve que de façon générale, c'est très beau. Voilà, ils savent s'entourer, c'est toujours très très beau, c'est toujours bien fait. Et Wonderlands War, j'ai pu le voir du coup au festival de cette année, puisque Lucky Duck Games est venu cette année avec des jeux aussi. Et je trouve ça fou, c'est incroyable. Alors,
Quand je vous dis que dans les jeux, moi ce que j'aime c'est être emporté, avoir une histoire, suivre quelque chose qui me dit qu'est-ce que je dois faire, pourquoi est-ce que je fais ça comme ça, quel est le contexte, etc. Bah là dans Wonderlands War, on a beau être sur un wargame, et en général il y a une histoire sur les wargames, là on part mais loin quoi, genre vraiment ça me transporte. Vous vous doutez bien, hein, Wonderlands War, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers de Alice au pays des merveilles, sauf que là on n'a plus rien de féerique, c'est la guerre, ok. Donc on va chacun et chacune jouer un personnage différent, donc ça va jouer de façon asymétrique puisque chaque personnage a ses propres caractéristiques, et puis on va avoir une sorte de back building, c'est-à-dire qu'on a un sac avec des personnages, des alliés qu'on va venir embaucher et qui vont venir dans notre sac et qu'on va venir tirer du coup à notre tour de jeu. Des tours de jeu qui vont du coup être divisés en plusieurs phases. Il y a une phase vraiment genre de stratégie où on va poser nos pions, etc., où on va pouvoir construire des châteaux, s'imposer sur des territoires, et une phase un peu plus calme, un peu plus down, où on va réfléchir à notre stratégie. C'est la phase du thé, je trouve ça génial. D'ailleurs, le plateau est super beau. Enfin, c'est vraiment une édition, une fois encore, trop beau. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est signé Tim Eisner, Ben Eisner et Ian Moss. Donc, je ne sais pas si c'est des frères, j'imagine que oui. Là encore, on a une version de luxe avec du matos. Oh là là, même les meeples sont travaillés, pensés, c'est coloré, c'est dark sans trop l'être parce qu'il y a un côté hyper coloré à côté. Du coup, ça coche énormément de cases. Voilà, ça c'est dans ma wishlist. C'est un peu cher. Je vais pas mentir, c'est un peu cher. C'est pour ça que c'est toujours dans ma wishlist. Et quand j'aurai vraiment envie de me faire plaisir, quand ce sera mon anniversaire et que des amis veulent me faire un cadeau en commun, par exemple, faudra pas hésiter à ce moment-là. Donc voilà pour la wishlist. On va passer maintenant au jeu catégorie je ne peux pas. Vous allez voir, selon mes explications, vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas. On va commencer par 10. D-I-X comme le nombre, puisque on parle bien là du nombre 10. C'est signé du coup Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz. Je suis vraiment navrée si j'écorche des noms ou des prénoms depuis le début de cette vidéo. On ne connaît pas toutes les prononciations. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs dans les commentaires. 10, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de stop ou encore, un jeu de paris où chacun et chacune à notre tour, on va retourner des cartes de la pioche centrale qui est la même pour tout le monde. Le but, c'est de ne pas dépasser 10 dans notre pioche, que ce soit avec des cartes chiffrées de 1 à 9 qui sont colorées ou des cartes jetons qui représentent la monnaie. Voilà. Déjà, à partir de là, je pense qu'on se suit. Une fois qu'on aura pioché nos cartes, si on ne s'est pas grillé, donc si on n'a pas dépassé 10 dans l'un ou dans l'autre, on va choisir ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend la monnaie ? Est-ce qu'on prend les chiffres ? Sachant que si on prend la monnaie, les chiffres partent dans le marché, puisqu'il faut bien que la monnaie serve à quelque chose, que si on prend les chiffres, eh bien la monnaie part aux autres joueurs. À partir de là, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, il va falloir faire devant soi les plus grandes suites possibles, donc de 1 à 9. C'est-à-dire que je peux faire une suite de 1 à 5 dans les verts. Si je fais une suite ensuite de 7 à 9, ce sera ma plus grande suite qui comptera à la fin de la partie. C'est juste ça, c'est réussir à faire un maximum de suites, tout en pariant sur est-ce que je prends de la monnaie, est-ce que je prends les cartes, sachant que je peux aussi payer avec mes cartes, etc. Et puis après, on aura ce fameux stop ou encore au moment de découvrir les cartes à notre tour de jeu. Je suis d'accord ? La mécanique est superbe. C'est vraiment un jeu comme ça que je pourrais faire en ouverture de soirée, jeu de société, en apéro, etc. qui marche très bien. Le problème, ce n'est pas le jeu, c'est mes amis. On a beaucoup trop joué à ce jeu. J'ai un pote, à chaque soirée jeu, quand ça s'est sorti, il voulait qu'on y joue. Et on n'y jouait pas une fois, on y jouait 2 à 3 fois. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il nous mettait une race. Mais vous savez, c'est ce jeu où tu y as tellement joué, tu as besoin d'un break. Et je pense que ce jeu, je le vois un peu comme, pas le calvaire, tu vois, mais genre c'est bon, passe à autre chose, j'ai besoin de jouer à autre chose. Et du coup, on a tellement joué à ça que je le connais par cœur. J'ai besoin de voir autre chose pour revenir à lui plus tard. Et enfin, je suis vraiment navrée. C'est Block and Key. Block and Key, c'est signé David Van Drunen et je suis désolée. Ce jeu, pourtant, il est beau, il me donne envie, mais c'est physiologique. Je ne peux pas. Block and Key, pourtant, ça coche plein de choses différentes. Je pense que c'est un peu quand même dans le style abstrait, tu vois, parce que ça te raconte une histoire, mais au final, l'histoire, elle est juste là pour avoir un espèce de contexte, mais en soi, tu vas juste placer des blocs qui rappellent très fortement le Tetris en 3D sur un plateau, tu vois. Donc, on est vraiment du côté abstrait. Et pourquoi je dis que je suis désolée ? Parce que quand je dis que ça coche plein de choses, ça coche plein de choses. Déjà, on utilise la boîte comme plateau de jeu. On coche. Là, niveau édition, hyper bien pensé. Ça te met un contexte plutôt sympa, la Indiana Jones, tu vois. Et encore une fois,
c'est quali. C'est-à-dire que les blocs façon Tetris dont je parlais, c'est lourd quoi. Ça fait pas cheap, c'est vraiment quali au toucher, au poids, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment une belle édition. Et pourquoi je ne peux pas? Mais parce que les amis, moi jouer sur un tableau en 3D pour penser en 2D, physiologiquement, mon cerveau n'y arrive pas. Ça me donne mal au crâne en 30 secondes. Une partie, même si j'ai essayé plusieurs fois, hein, une partie, c'est une partie de souffrance pour moi. Je n'arrive pas, j'ai envie de pleurer très vite parce que mon cerveau bloque. Enfin, c'est pas que je me sens bête, hein, mais presque ça, c'est-à-dire que vraiment, je n'en suis pas capable. Et du coup, ça me vexe. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un très beau jeu, etc. Mais je n'arrive pas à y jouer puisque mon cerveau n'arrive pas à penser 2D dans quelque chose en 3D. C'est dommage, voilà, mais c'est juste ça. Donc voilà, si vous avez un cerveau fait comme le mien, n'hésitez pas à me le dire aussi, je me sentirais moins seule. Voilà pour mes tops et non pas mon top chez Lucky Duck Games. Vous vous doutez maintenant qu'il y a bien un sens sur le « je ne peux pas » plutôt que « je n'aime pas » puisque en soi, il y a très très peu de jeux que je n'aime pas. J'avoue que Block and Key, il me vexe. Hein. Il me vexe, donc j'ai un petit sentiment quand même envers lui qui me fouf. Mais c'est pas de sa faute. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. C'est plus la faute de mon cerveau. Et je sais que d'habitude, je finis plus ou moins les vidéos en montrant les jeux que j'ai, si je les ai. Et là, eh bien, à mon grand dame, voilà, je n'en ai pas. Je n'en ai aucun. Et pourtant, par exemple, je vous ai parlé de Radlands, j'en ai fait des éloges. Oui, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Tellement je le trouve beau et tellement la mécanique en plus me plaît. Hein. Moi, à partir du moment où c'est de la baston, en plus, j'aime bien, tu vois. Mais en fait, j'y ai joué pas mal de fois en bar à jeux, qui était juste à côté de chez moi, à l'époque où j'habitais à côté du bar à jeux. Et la version de luxe, j'y ai joué avec un ami qui l'avait acheté, si je dis pas de bêtises, à Cannes. Et du coup, depuis, bah, vous savez, il y a tellement de sorties de jeux que je suis passée à autre chose, j'ai vu plein d'autres choses passer, et puis j'ai un petit budget, donc je peux pas non plus acheter, à chaque fois qu'il y a un jeu qui me plaît, je peux pas me l'acheter, vous voyez. Donc si j'ai de la famille, des amis, ou des gens qui m'aiment, qui regardent, et qui veulent m'offrir des cadeaux, vous savez maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez joué à ces jeux-là, ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez aussi de ce top. On fera ce concept avec les autres maisons d'édition aussi au fur et à mesure. Ça fait un petit peu des hors-séries sur les BGA Challenge. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de ce format. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.